Un jeune homme forme un ménage à trois avec une femme cougar et sa charmante jeune fille. Mais pour continuer de s'attirer leur faveur, il doit trahir une amie. La température monte dans le sud et on prévoit du sexe, des mensonges et de la manipulation dans cette torride alliance meurtrière. Brooksville, en Floride, est reconnu pour une seule chose, la chaleur. Une chaleur suffisante pour rendre fou. Vivre dans cette chaleur accablante n'est facile pour personne. Mais c'est encore plus difficile pour Steven Westlake, 19 ans. Sans abri, il vit dans une tente et rêve d'un avenir meilleur. Steven espère sortir de ce mauvais pas en obtenant son diplôme de formation générale et en s'enrôlant dans l'armée. La vie ne lui a jamais fait cadeau. Les parents de Steven Westlake justifient à eux seuls pourquoi il faudrait un permis pour avoir des enfants. Ils n'avaient aucune chance de s'en sortir. Les parents de Steven se sont rencontrés dans un bar. Son père aimait faire la fête et sa mère était une danseuse alcoolique. Ils se disputaient souvent. Ils ne s'entendaient pas bien. Ils étaient très instables. Elle était fâchée d'être enceinte parce qu'elle ne pouvait plus porter ses bikinis. Elle n'a jamais voulu de lui. À sa naissance, la première chose qu'elle a dite, c'est qu'il était laid. Il a grandi dans une maison où on buvait et où on se droguait. Il a été négligé et abandonné et il cherchait à attirer l'attention et à fuir cet environnement dysfonctionnel. Il avait environ 5 ans quand sa mère a été emprisonnée pendant 2 ans pour introduction par effraction. À 7 ans, Steven est remis entre les mains de l'État. Mais ses séjours en famille d'accueil, dans des écoles et des camps de type militaire ne font rien pour le calmer. Une famille bienfaitrice l'adopte à l'âge de 12 ans, mais elle est incapable de le garder à l'école et loin de la drogue. C'était déjà trop tard. Sa personnalité était formée. Steven exprimait un certain je m'en foutisme. Vous pouvez essayer d'être ma famille, mais je vous ai déjà rejeté parce que c'est ce que tout le monde fait avec moi. À l'âge de 15 ans, la famille adoptive de Steven jette l'éponge et le met à la porte. Ils lui ont juste dit qu'ils ne voulaient plus de lui. C'est tout. Sa grand-mère biologique, Maria Mattis, accepte de l'héberger. Steven consomme déjà de puissants médicaments pour panser ses profondes blessures émotives. Vu le passé horrible de Steven, ce n'est pas surprenant de le voir se réfugier dans la drogue pour effacer sa douleur. You live at my house, it's my rules. What can I tell you about these pills? Marie a fait de son mieux, mais son petit ange est rongé par ses démons. Après 3 ans, il réalise qu'il ne peut pas obéir à ses règlements et il part vivre seul. Réduit à vivre dans une tente, Steven atteint le fond du baril. Au milieu des insectes et des serpents, dans une forêt qui n'a rien d'enchanté, il décide de se reprendre en main. Il m'a souvent dit qu'il allait obtenir son diplôme de formation générale. Il semblait avoir les idées claires. Décidé à vaincre ses démons, Steven fait une croix sur la drogue et son travail acharné rapporte. Il obtient son diplôme. Pour la première fois depuis longtemps, il a une bonne raison de célébrer. C'est son jour de chance, puisqu'il rencontre la fille de ses rêves ce soir-là, Diane Dykes. Il n'avait jamais pensé s'éprendre d'une fille de 14 ans, mais il ne peut pas lui résister.
Il s'éprend de cette adolescente, mais elle n'est pas si innocente. Elle paraît plus vieille que son âge et elle est très séductrice. Diane lui présente une femme ravissante, sa mère, Sherry. Elle n'a aucune objection à ce que Steven fréquente sa fille d'âge mineur. En fait, Sherry est aussi attirée par Steven, qui semble sur le point de connaître une nuit digne de ses plus grandes fantaisies érotiques. Toute cette situation a quelque chose de séduisant pour lui. Mais pas besoin d'un diplôme pour comprendre. Deux charmantes demoiselles s'intéressent à lui et Steven en perd la tête. Il les désire toutes les deux. Mais qu'est-ce qui les attire chez lui? Une seule chose, et elle compte beaucoup. Puisqu'il a été en famille d'accueil et qu'il a obtenu son diplôme de formation générale, Steven avait droit à une somme offerte par l'État dans le cadre de son programme de bourse d'études. Cette bourse pourrait s'élever à $3 000. C'était une chose pour laquelle il avait beaucoup travaillé et il en était fier. Steven le disait à tout le monde. Diane et Sherry sont impressionnés par la bourse d'études de Steven. En fait, elles meurent d'envie de se l'approprier. Elles ne sont pas là que pour faire la fête. La mère et la fille sont passées maîtres dans l'art de l'escroquerie. Et Steven est une cible parfaite. Diane et Sherry lui demandent si elles peuvent aller chez lui. Peu importe s'il vit dans une tente, la femme cougar et sa fille veulent juste s'amuser. De plus, personne ne peut les voir dans la forêt. C'est donc l'emplacement idéal pour passer à l'action. Une fois seul, le duo s'en remet au pire vice de Steven, la drogue, et à leur aphrodisiaque préféré, la méthamphétamine. La méthamphétamine est très dangereuse parce qu'elle provoque presque instantanément la dépendance. On peut y devenir dépendant dès la première dose. Sous son effet, on peut avoir l'impression qu'on s'épanouit, que tout s'accélère et que nos problèmes disparaissent. On veut donc rester dans cet état et on devient hypersexuel. Dans la chaleur accablante, tous se déshabillent rapidement et la jeune Diane se glisse dans le sac de couchage de Steven. Sherry ne voit pas d'objection à ce que Steven ait des relations sexuelles avec sa fille. Diane n'est pas la seule à désirer le jeune homme. Sa mère, Sherry, veut aussi profiter de lui. Sherry et Steven ont des relations sexuelles aussi. Les deux sont sous l'influence de la méthamphétamine. Alors, c'est leur hypersexualité qui prend le dessus. Ce triangle amoureux était indécent, sensuel et étrange. Tout fait partie du plan machiavélique de la femme cougar. Sherry prend le contrôle des émotions de Steven et l'attire dans son piège. Le trio n'en a que pour le sexe et la drogue. Or, une fois l'extase dissipée, l'argent vient à manquer. Mais maman a plus d'un tour dans son sac. I've had enough of these bugs. It's the damn woods. What do you expect? I think I'm ready to leave town and head up north. I need some money. Have some money. Voulant à tout prix continuer de profiter des faveurs de ces sirènes voraces, Steven leur offre tout ce qu'il lui reste. Sa bourse d'études de $3 000. Quand Steven parle de l'argent qui lui est dû et qui pourrait les sortir de la misère, Sherry et Diane croient avoir gagné le gros lot. L'argent de la bourse d'études de Steven leur donnerait les moyens financiers de quitter la Floride. Ils s'apprêtaient à s'engager sur une route très périlleuse. All right. Got us a plan. Au cœur de la forêt entourant Brooksville, en Floride, Steven Westlake réalise son plus grand fantasme. Pendant 3 semaines folles, il vit un triangle amoureux avec Diane Dykes et sa mère, Sherry. Mais toute bonne chose a une fin. Cependant, Steven veut que son rêve se poursuive. Quand son harem menace de le quitter,
il propose d'utiliser sa bourse d'études de 3 000 $ pour acheter de la drogue. Cette somme peut sembler assez minime, mais pour des toxicomanes qui vivent dans une tente, c'est beaucoup d'argent. Ils pourront tout faire avec ça. Certains toxicomanes sont prêts à tuer pour 10 $ de cocaïne. Alors 3 000 $, c'est pratiquement comme $1 million pour un drogué. C'est exactement ce que voulait Sherry, la toxicomane manipulatrice, depuis le début. C'est la dernière escroquerie d'une criminelle qui a survécu à une enfance cruelle. Expulsée de la maison de sa mère à 16 ans, elle emménage chez un parent qui abusait d'elle. Elle commence à se mutiler, comme le font souvent les enfants maltraités, pour contrôler leur douleur. Pourtant, elle n'a jamais rien contrôlé. Elle trouve du travail, elle se marie et elle a 2 enfants. Mais la drogue cause sa perte. Sherry était infirmière et c'est à ce moment qu'elle a commencé à consommer de la drogue. Elle a perdu son emploi et elle trempait dans le crime depuis. Sherry a commencé par consommer des médicaments sous ordonnance, puis elle en est venue à prendre de la méthamphétamine sur une base quotidienne. C'est une dépendance qui la ravage. Sa moralité, ses valeurs, ses limites disparaissent toutes quand elle est sous l'influence de la drogue et des désirs créés par sa consommation. Sherry tombe sous l'emprise de la drogue et elle entraîne toute sa famille avec elle, dont sa fille, Diane. Diane n'a jamais eu la chance de connaître autre chose. Elle n'avait pas de figure maternelle. Sa mère était toxicomane, alors elle n'a pas eu les leçons qu'un enfant normal reçoit, comme le jeu et la sécurité. En grandissant, elle devient donc capable de tout. Elle ne sait pas comment se percevoir, alors c'est la même chose avec les autres, qui ne sont que des objets. Au lieu d'apprendre à sa fille à jouer à cache-cache, Sherry montre à Diane comment voler. Sherry utilisait Diane afin d'attirer les hommes dans son piège pour les voler ou les attaquer et ainsi obtenir de l'argent ou de la drogue. À l'adolescence, Diane commet un vol pathétique. Diane a cambriolé une maison pour trouver de l'argent pour s'acheter de la drogue. Donc, tout ça a été causé par leur dépendance à la drogue. Elle ne contrôle pas ses impulsions. Sa conscience ne la freine pas. C'est une enfant qui n'a aucune limite. Donc pour elle, tout est possible. L'amour que peut porter Sherry à sa fille Diane est complètement consumé par la drogue. Diane n'est qu'un autre pion qu'elle peut utiliser pour se procurer de la drogue. Elle sait que c'est sa fille, mais elle ne l'aime pas comme une mère le devrait. Sherry forme Diane pour qu'elle devienne sa complice, la sirène qui pourra charmer Steven. La relation de Steven avec Diane est juste une autre mauvaise décision parmi toutes celles qu'il a prises. Il n'a jamais eu de modèle d'identification ou de famille pour l'élever. Il ne sait pas comment être responsable. Alors ce n'est pas étonnant qu'il prenne une autre mauvaise décision en fréquentant Diane. C'est une décision facile pour lui, parce qu'il croit avoir trouvé l'amour. Il pense avoir trouvé quelqu'un qui l'accepte comme il est. Son abandon le rend vulnérable. Mais il demeure un type manipulateur et opportuniste, en quête de sensations fortes. Il ressent tout de même un vide qu'il veut combler avec l'amour d'une femme. Il cherche quelqu'un qui ne le rejettera pas. Quelqu'un qui est plus jeune, afin qu'il puisse la contrôler. Il veut être accepté par sa famille. Donc tout ça l'attire.
Il fait d'une pierre deux coups avec l'affection de cette petite Lolita et ses relations taboues avec Sherry. La femme cougar et sa petite jouent avec leur proie jusqu'à ce qu'elle puisse mettre la main sur son argent. Ces personnes sont capables de tout parce qu'elles peuvent se justifier en disant qu'elles en avaient besoin et qu'elles le voulaient. Mais un problème surgit. Steven doit aller chercher l'argent en personne à une centaine de kilomètres de là, à Ocala, en Floride. Ils n'ont pas de voiture, alors Steven se tourne vers son ami, Skyler Collins. On était des amis, puis on est devenus très proches. On est devenus des meilleurs amis. On parlait tout le temps. Il me parlait de ses problèmes de fille et je lui parlais de mes problèmes de garçon. On s'entraidait beaucoup. On parlait de toutes sortes de choses parce qu'on était de très bons amis. Ils ont absolument besoin d'une voiture. Alors Sherry convainc Steven d'appeler son ami. Steven m'a appelé pour me demander si je pouvais le conduire là-bas. Il m'aurait donné 20 $ pour l'essence. Les deux amis se donnent rendez-vous. Mais Steven a une demande spéciale avant de raccrocher. Are you coming alone? Steven m'a demandé de venir seul, mais Anthony a refusé. Le petit ami de Skyler, Anthony Martinez, se méfie. Serait-ce par jalousie ou parce qu'il ressent le danger? J'ai dit à Steven qu'Anthony viendrait avec moi parce qu'il ne voulait pas me laisser y aller seul. Quand Steven appelle Skyler, elle insiste pour emmener son petit ami. Ce n'est pas très grave pour Steven. Il n'a qu'à s'ajuster au fait que ce sera peut-être un peu plus compliqué que ce qui avait déjà été prévu. Mais le train est en marche et ils vont mener leur projet jusqu'au bout. How big is he? Steven m'a demandé s'il était costaud. Je ne comprenais pas pourquoi. J'ai fréquenté des gars costauds, des petits, des maigrichons, des gros. Je croyais que c'était une blague. Skyler a répondu qu'il était un peu plus petit que lui. Alors Steven a dit qu'il pourrait le battre. Skyler croyait qu'il plaisantait. Elle ne pensait pas qu'il était sérieux. Il a posé plusieurs questions sur le gabarit d'Anthony Martinez et sur son âge. Il voulait se faire une idée de ce qui allait l'attendre. Bye. Is it cool if we give my friend a ride? I'm driving. No, I want to drive. No. I'm the one who drives a little bit. Don't. Anthony! Where'd it go? You said she's bringing a friend? Sherry ne veut pas qu'un conducteur. Elle veut aussi garder la voiture. C'est plutôt rare qu'une femme soit à la tête de ce genre d'acte criminel. Dans le cas de Sherry Dykes, en raison de son âge et de sa relation intime avec Steven, et puisqu'elle a toujours contrôlé sa fille, c'est logique que ce soit elle qui dirige tout. Elle accepte ce rôle avec plaisir pour manipuler et dominer les autres. Steven mentionne qu'ils ne peuvent laisser aucun témoin derrière eux. Ils devront donc tuer Skyler et Anthony. Sherry et Diane sont habituées de voler et d'escroquer les autres, mais elles n'ont jamais tué. Steven, quant à lui, a des antécédents de violence. À l'âge de 7 ans, Steven commence à se rebeller en raison de la négligence de ses parents. Il incendie sa maison. Sa mère, son père et sa jeune sœur échappent de justesse aux flammes. Steven laisse très vite transparaître les signes d'un futur psychopathe. L'incendie de sa maison, sa révolte, ce sont des signes précurseurs de ce qu'on appelle une personnalité criminelle. Un psychopathe est un individu calculateur, qui ne contrôle pas ses impulsions et qui fait fi des règlements. Ce qui ne devait être qu'une petite arnaque pouvant rapporter 3 000 $ semble vouloir se transformer en homicide. Sherry et Diane ont créé un monstre. Steven Westlake est prêt à tout pour sauver son ménage à trois.
Donc, quand Sherry Dykes et sa fille de 14 ans, Diane, suggèrent de voler la voiture de l'ami de Steven, Skyler Collins, il ne s'y oppose pas. Ces 3 personnes sont prêtes à voler une voiture pour parcourir 100 km pour mettre la main sur $3,000, ce qui leur permettrait de se procurer de la drogue. Leur dépendance et leur personnalité dysfonctionnelle font en sorte qu'ils ne remettent même pas leur plan en question. Après 3 semaines, ce triangle amoureux qui n'était au départ qu'une aventure sexuelle se transforme en pacte meurtrier. On a un psychopathe et une jeune fille qui n'a aucune limite, aucune morale et des tendances psychopathes. Il va sans dire que c'est acceptable pour eux. Même s'ils doivent tuer une amie, c'est ce dont ils ont besoin et c'est ce qu'ils vont faire. Steven ne se contentera pas de voler la voiture de Skyler. Il a d'autres projets en tête. Le trio retourne à son campement pour se droguer et planifier son crime. Steven croit que s'il obtient ses $3,000, Diane et Sherry resteront avec lui dans les bois. Mais la mère et la fille envisagent plutôt de partir avec l'argent. Ils étaient armés. Ils ont utilisé un couteau pour couper un bout de corde d'un sac à dos pour étrangler la personne qui se trouverait dans le siège du passager. Ils ont pris le couteau pour menacer et contrôler le conducteur. Ce n'est rien de personnel, ce sont les affaires. C'est un toxicomane désespéré qui a besoin d'une voiture. Elle a une voiture, alors le calcul est simple dans son esprit. Le trio donne rendez-vous à Skyler et son petit ami Anthony. Anthony et moi avons rejoint Steven, et il y avait 2 filles avec lui. Steven s'est assis derrière Anthony, et les 2 filles se sont installées derrière moi. Après quelques minutes, le groupe se trouve à une intersection isolée. Plus personne ne parlait. J'écoutais de la musique à l'avant. On roulait et on suivait ses indications. Skyler et Anthony ignorent que c'est un piège. On approchait d'une intersection et on attendait ses indications. Puis soudainement, Sherry prend la corde bleue du sac à dos, l'enroule autour du cou de Skyler et tire pour l'enfoncer dans le siège. Steven prend le couteau et poignarde Anthony dans le cou et à l'épaule droite. Pendant ce temps, Diane, qui est au milieu, se lève pour prendre le volant de la Mustang. Quand Sherry transfère son pouvoir à Steven, c'est lui qui prend la responsabilité de poignarder le conducteur de la voiture qu'ils veulent voler. Elle en a fait son égal, mais c'est aussi un piège, parce qu'une attaque au couteau risque davantage d'entraîner la mort. Oui, elle va étrangler Skyler, mais si leur plan fonctionne et qu'ils prennent l'auto jusqu'à Ocala pour avoir l'argent, devinez qui sera accusé de meurtre et qui s'enfuira avec l'argent. C'est une attaque d'une violence inouïe qui résulte de son hostilité refoulée, de sa toxicomanie et de son détachement par rapport à la souffrance d'un autre être humain. Chaque coup de couteau est un défoulement contre la vie qui a été si injuste pour lui. Steven était sur Anthony et Anthony essayait de l'agripper pour se défaire de lui. Puis Anthony a appuyé sur les freins. Il a ouvert la portière et il est sorti de l'auto en courant. Je me suis enfuie derrière lui. Anthony a atteint l'intersection avant moi, puis il s'est penché. Il a mis ses mains à son cou et il s'est étendu. Steven se lance à la poursuite d'Anthony pour l'achever. Mais il remarque que d'autres automobilistes se sont arrêtés. C'est le temps de prendre la fuite en voiture.
Puis, il n'y avait plus qu'une mare de sang. Je paniquais. C'était mon meilleur ami. Je n'aurais jamais cru que ça pourrait arriver. Des gens qui passaient à cette intersection l'ont vu par terre. Alors ils se sont arrêtés. L'un d'eux était un pompier du poste local. Alors il a offert son aide. 911, what's your emergency? Hi, we're just driving. There's a guy laying on the road. He's bleeding. He's laying on his chest, and the blood's just pouring. His girlfriend's here. There is a firefighter EMT here. Okay, ask her what happened. I don't know. She's hysterical, and he's not talking. Can you look at him one more time and just make sure he's breathing? Is he breathing? Yes, he's breathing. Okay. All right, we're on the way over to help her now, okay? J'étais effrayée. Je ne savais pas quoi faire. Je restais là et je demandais sans cesse aux autres s'il allait s'en tirer. Skyler Collins et son petit ami Anthony Martinez ont voulu donner un coup de main à un ami, Stephen Westlake. Cette petite balade en voiture tourne au cauchemar. Poignardé pendant le vol de son auto, Anthony gît ensanglanté au milieu de la route. Pendant que Skyler et un pompier en congé lui viennent en aide, une autre passante appelle le 911. I just called a few minutes ago. The guy on the side of the road bleeding. He's now having trouble breathing. There is a firefighter EMT here. He's getting ready to start performing CPR. I just want to make sure someone is on their way and how close they are. They're on the way. They've been right since the moment you called the first time. Quand l'ambulance est arrivée, j'ai voulu savoir où ils allaient l'amener. Le policier ou quelqu'un d'autre m'a dit que c'était préférable que je ne l'accompagne pas. Ils m'ont mis sur une civière et ils m'ont emmené. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu que l'ambulance ne bougeait pas. Je savais que quelque chose n'allait pas. Skyler est conduite d'urgence à l'hôpital. Mais c'est trop tard pour Anthony. Anthony est mort au bout de son sang sur les lieux du crime. Je fais ce métier depuis 25 ans et ce n'est jamais facile. Ce jour-là, à l'hôpital de Brooksville, j'ai dû annoncer à la famille d'Anthony, le jour de la fête des pères, que leur fils était mort. Je suis un père moi aussi, alors ça a été l'une des choses les plus difficiles à faire de ma vie. Anthony Martinez était un jeune homme plein de promesses. C'était un mécanicien qui aimait les chiens et qui avait beaucoup d'amis. Il était très aimé et il avait un brillant avenir devant lui. Anything you can remember at this point is going to help us. I blacked out. I don't remember. Accablé par la mort inutile d'Anthony, Skyler reprend ses esprits pour aider la police à identifier ses assaillants. Elle identifie le tueur d'Anthony, Stephen Westlake. Elle identifie ensuite ses deux complices dans une série de photographies, Sherry Dykes et sa fille Diane. Yeah. Does she look like that now? No, she looks worse than that. And you're pretty sure that's the one? I'm sure. Après ça, je ne voulais plus rien savoir de lui. Ce n'était plus qu'une ordure pour moi. On avait un véhicule volé et 3 individus très violents en liberté. Il fallait les capturer. Ils ne pouvaient pas nous échapper. Après le meurtre, Stephen prend la route d'Ocala en Floride pour aller réclamer sa bourse d'études de $3 000 en compagnie de son harem. Skyler's gonna get us in trouble. Not going to get us Yes, in we... trouble. Are you crazy? C'est alors que Sherry Dykes s'interpose. Craignant qu'il se fasse arrêter, elle lui ordonne d'aller à un endroit où ils pourront se cacher. Les criminels se rendent chez Ann Thompson, une connaissance de Sherry et de sa fille. How you doing? Pretty good, pretty good. Nice car. Where'd you get that?
Ce n'est pas vraiment une amie, mais ils n'ont nulle part où aller. Ann Thompson connaît Sherry et Diane, et elle sait ce qu'elles ont fait par le passé. Et elle se méfie de ce qu'elle pourrait lui faire maintenant. Elles ne sont pas les bienvenues, mais elle ne les expulse pas. Okay. Get back to gardening. Anne ne veut rien savoir de Sherry et des autres, mais elle les laisse détruire les preuves de leur crime et cacher leur auto chez elle. La voiture était d'un rouge cerise. C'était une autosport décapotable. Ce serait difficile de passer inaperçu. Ils nettoient l'auto et la vident. Ils ont vidé l'intérieur de la Mustang et ils ont trouvé des biens appartenant à Anthony. Stephen Westlake a trouvé une chaîne qu'il a enfilée. Il a aussi trouvé une bague gravée du nom d'Anthony. Anthony était fier de tout ce qu'il avait parce qu'il avait travaillé fort pour ça. Il porte la bague de sa victime comme un trophée. Je pense qu'il en retirait une certaine fierté. C'était un symbole de sa puissance. C'est pour ça qu'il l'a porté. Ça démontre à quel point il se moquait des règles, de l'autorité et des conventions sociales. Il menait une vie réellement diabolique. Puis, ils tentent de camoufler la voiture. Ils ont pris de la peinture en aérosol pour modifier la couleur de l'auto. Ils ont utilisé des produits trouvés chez Anne pour nettoyer le sang sur le siège. Pendant que le trio est à l'œuvre, le beau-frère de Sherry, Roger, passe rendre visite à Anne. Quand il voit Sherry, Diane et Stephen, il sait qu'il manigance quelque chose. Roger a déjà un casier judiciaire, alors il ne veut pas être impliqué et il repart immédiatement. Les toxicomanes se désintéressent ensuite de la voiture et décident d'aller fumer un peu de méthamphétamine. Puis, ils passent sous la douche. Or, ils ne réalisent pas que leurs soucis dépassent maintenant leur simple problème d'approvisionnement en drogue. Les policiers de Brooksville sont aux aguets. Ils fouillent le secteur en quête d'indices quand ils aperçoivent le beau-frère de Sherry, Roger. Il est bien connu des autorités et les policiers savent qu'il est parent avec Sherry. Si quelqu'un doit savoir où se cachent les fugitifs, c'est bien lui. Roger ne nous a pas dit qu'il avait vu Sherry, Diane ou la voiture rouge. Il trouve tout ça étrange. Et il se demande pourquoi la police est dans le coin et pourquoi on lui demande s'il sait où se trouve Sherry. Les policiers doivent le laisser aller. Mais puisqu'ils sont dans le quartier de Sherry, ils sont convaincus que les fugitifs ne sont pas loin. Et c'est le cas. Chez Ann Thompson, Sherry, Diane et Stephen célèbrent leur crime en apparence réussi. Okay, guys, fess up. Where did you get the car? Sous l'influence de la drogue, ils se vantent devant Anne. So funny. I killed someone for it. You what? My mom convinced him to do it. He was just following her instructions because he loves me. Oh. What? Hello? What? Diane reçoit alors un appel d'un ami qui lui dit que les policiers se sont renseignés à son sujet. I don't care what you guys do. Get the car and just go. Get rid of the car. Get out. Anne leur demande alors de quitter sa maison. All three of you out. Just go. Get rid of the car. Get out. Just get out of here. Stephen et Diane vont pousser la voiture dans le fossé et cacher l'arme du crime dans la forêt.
C'est alors qu'ils remarquent les hélicoptères qui les survolent. Ils ont vu des voitures de police sur la route et des hélicoptères dans le ciel. Ils prennent la fuite alors que des autopatrouilles foncent chez Ann Thompson. L'unité canine est arrivée sur les lieux. Anne a révélé aux agents que Sherry venait juste de s'enfuir par l'arrière de la propriété. Ils ignorent si elle est armée, mais ils savent qu'elle est désespérée. La femme cougar est finalement mise en cage. I want to give you an opportunity to tell me the truth. We're looking for Steven, we're looking for your daughter. We're going to be talking to them as well. I know you were in the car. Tell me what happened in the Mustang. Tell me what all that went down. What am I being charged with? Au début, elle a rejeté tout le blâme sur sa fille et sur Steven. Elle n'avait rien à voir là-dedans. I look over, he's screaming and blood everywhere. She's screaming and he's bleeding and next thing he's doing Mach 1 down the road and everything just happened so fast. Whoa, I don't know what the heck happened. Oh, God. Who tried to strangle the girl from behind? Was that you or your daughter? I don't think there was any strangulation. Yeah, somebody took something and put it around her neck and tried to strangle her. Tell me, who tried to strangle the girl? You or your daughter? It wasn't me. So your daughter tried to kill this girl? I had nothing to do with it. So you were just along for the ride. Steven attacks him, your daughter attacks her. So you did plan this. No, I did not. No, I did not. I did not plan this. Frustrée parce qu'elle refuse de collaborer, les enquêteurs la laissent seule, dans l'espoir qu'elle finisse par craquer. I'll talk to you. I want to say something. So I'm tired of running. 3 heures plus tard, elle avoue enfin avoir étranglé Skyler Collins pendant que Steven poignardait Anthony Martinez. Elle prétend cependant qu'elle a relâché la corde pour ne pas tuer Skyler. Sherry a capitulé. Avec la toxicomanie, la pauvreté et la faim, elle réalise que la vie sera peut-être plus facile en prison. Sherry est appréhendée, mais sa fille et son petit ami sont toujours en liberté et ils n'ont pas l'intention de se rendre. Steven et Diane étaient très agités. Ils voulaient sortir de cet endroit parce que l'étau se resserrait sur eux. Ils sont jeunes, impulsifs, sous l'effet de la drogue et prêts à tuer. Une dernière trahison causera leur perte. Après le meurtre d'Anthony Martinez et l'agression de sa petite amie Skyler Collins lors d'un vol d'auto, la police de Brooksville, en Floride, ratisse la ville avant de capturer l'une des assaillantes, Sherry Dykes. Plus de 12 heures après ce crime crapuleux, la fille de Sherry, Diane, et son petit ami Steven Westlake sont toujours en liberté. Les policiers veulent les retrouver avant qu'il soit trop tard. Alors ils se tournent vers Roger, le beau-frère de Sherry. Les agents lui ont dit qu'ils devaient trouver ces 2 individus violents. Ils risquaient de blesser quelqu'un d'autre si on ne les arrêtait pas. Roger a profité de cette occasion pour faire quelque chose de bien. Et il a accepté de nous aider. Roger appelle Diane pour découvrir où il se cache. It's my Uncle Roger. Should I answer it? Yeah, answer it, yeah. Hello? You in trouble? Yeah, we're not doing too good. Can you meet us somewhere?
All right. I'll come get you. Yeah, in the parking lot of the auto parts store. Is it safe? Il fait en sorte que les policiers puissent les arrêter en toute sécurité. Okay. Bye. Okay. It's something we can't get out of, okay? Après cette trahison familiale, tous espèrent que ce cauchemar se terminera bientôt. « 16 heures après le meurtre, les deux criminels sont pris au piège. C'est la fin de leur cavale. Leur arrestation se déroule sans incident. Maintenant, les policiers doivent les faire parler. Over here in the corner for me, kid. Your mother was here already. Okay? So now it's time for you to be truthful. Only truthful to the people that deserve it. You always end up seeing them run around with the wrong people. He's not the wrong people. It's none of your business. It's none of my business. Do you understand what you're in here for? You know what you're in here for. I know you're a smart girl. I figured you're a little smarter than this. You want to be a little more forthcoming and truthful. You know exactly why you're in here. You're in here because you, your boyfriend, or friend, whatever you want to call this kid, Stephen, and your mother were involved in something. And Did the dude die? you tell me what you think. I'll tell you if you're right or wrong. Protecting yourself, or you're protecting Stephen. Saying that it was you and your mother. You stabbed him, and your mother strangled the other kid. And that's fine with you? That's the truth then? Mom didn't do anything. Diane n'avoue rien et refuse de dénoncer son petit ami. Les enquêteurs se concentrent alors sur Stephen. Stephen a d'abord dit que tout était la faute de Sherry et qu'il n'avait rien fait. Diane et lui n'étaient que des passagers. Plus tard, après plusieurs heures de discussion et de questions, il a pris une pause pour aller fumer. Puis, il a admis être celui qui a poignardé Anthony. Il voulait utiliser le couteau seulement pour effrayer le conducteur et Skyler. Il aurait appuyé le couteau sur le cou du conducteur sans vouloir le poignarder. Ce n'était qu'un accident qui n'aurait jamais dû arriver. Cependant, il ne pouvait pas expliquer comment cet accident a pu se reproduire 4 fois. Avant son procès, même si Diane continue de le protéger, Stephen tente de revenir sur ses aveux pour faire porter le blâme à Diane. Il voulait que Diane soit accusée. Puisque c'était une mineure, sa sentence serait moins sévère. En fait, il ne voulait pas se retrouver en prison ou être condamné à mort. Le jury ne le croit pas et Stephen est condamné à la prison à vie. Je pense qu'il a cru pouvoir s'en sortir. Il regardait la famille d'Anthony en souriant et en rigolant. Il est né en enfer, il a vécu en enfer et il s'en allait en enfer. C'est ce qu'un jury a dit après le verdict. Tous semblaient heureux de le voir croupir en prison. Sherry reçoit la même sentence. Diane, qui n'avait que 14 ans au moment du meurtre, est jugée en tant qu'adulte et elle est condamnée à 10 ans de prison. Je fais encore des cauchemars. Je ne peux pas laisser mes enfants seuls parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Je n'aime pas m'asseoir dans le siège du passager. Toutes sortes de choses me font sursauter. Il a vraiment gâché ma vie. L'alliance meurtrière entre ces 3 individus très impulsifs reposait sur ce que chacun pouvait faire pour combler leurs désirs dans l'immédiat. Le triangle formé par Stephen, Sherry et Diane est né de plusieurs variables qu'ils avaient en commun. Pour Sherry et sa fille, c'est le lien familial.
Pour Steven et Diane, c'est l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre et le fait que chacun croit comprendre l'enfance malheureuse de l'autre. Pour Steven et Sherry, c'est le contact sexuel. Ce qu'ils partagent tous, c'est la toxicomanie et le désespoir. C'est le ciment qui les lie jusqu'à la fin tragique de cette histoire.